Renacast. Le pire de tout pour les femmes qui sont battues, c'est de se retrouver seule au foyer avec les enfants. Donc moi, j'ai toujours bossé, je suis toujours partie, de la maison et c'était mon oxygène, donc ça m'a permis de tenir. Mais quand on est enfant, c'est vrai que ne pas être dans le moule, c'est pas toujours simple. Souvent, on dit: «Je vais vous donner des clés» et moi, je dis: «Non, je vais vous donner des serrures» parce que les clés, vous les avez et heu et maintenant, moi, je vais vous donner des serrures et après à vous d'utiliser les clés ou pas. Et si un simple déclic pouvait changer toute votre vie? Bienvenue sur Renacast, le podcast qui explore ce moment clé où tout bascule, où l'envie de créer prend le dessus sur la peur de l'inconnu. Ici, des entrepreneurs, des audacieux, des visionnaires partagent avec vous leur histoire, leurs doutes, leurs succès, et surtout ce qui les a poussés à tout quitter pour entreprendre. Une idée qui vous trotte en tête, un projet que vous n'osez pas lancer, chaque épisode est là pour vous inspirer et peut-être déclencher votre propre déclic. Abonnez-vous dès maintenant sur votre application de podcast préférée et embarquez avec nous dans l'aventure. Et la traversée des épreuves personnelles que personne ne devrait avoir à affronter. Aujourd'hui, elle ne demande pas la charité, elle bouscule les plus grands patrons de France. À 57 ans, Agnès Le Bruyennec a pris la barre pour devenir la boumeuse qui cartonne. Elle transforme la douleur en performance et l'humour en arme de sensibilisation massive. Tu penses que ton passé est un frein? Agnès va te prouver que c'est ton plus grand moteur. On explore le déclic, le business de la conférence et l'art de barrer la différence. Bonjour Agnès et bienvenue dans ton épisode de Renacast. Salut, comment vas-tu? Ben écoute, très très bien, je suis très heureux de t'avoir avec moi, à mes côtés, sur Renacast, au micro de Renacast. Euh, et pourquoi? Ben en fait, je vais le dire comme je le pense, on triera les mots, tu fais ce que tu veux avec mes mots. C'est un petit peu un rayon de soleil que j'ai aujourd'hui par plein d'aspects. Évidemment, parce que tu es toujours vêtu de jaune, et Toujours. on te retrouve sur les réseaux sociaux. Si on n'arrive pas à taper ton nom ou quoi que ce soit, peu importe, c'est l'avatar en jaune, c'est elle. Et rien que pour ça, tu vois, ça donne l'envie d'échanger avec toi. J'avais une invitée, Marie Aubard, qui était aussi vêtue tout le temps de jaune, et ça me fait sourire. Ça, tu sais, voilà, c'est le soleil, c'est bien. Et puis, tu me fais sourire du bon sens, dans le bon sens du terme, parce que ton parcours, tout ce que tu as fait, amène à sourire à la fin. Même s'il est dur, même s'il est difficile, on a envie de se régaler, d'écouter ce que tu as à nous dire, même si c'est très très dur des fois ce que tu nous dis. La fin, enfin, j'ai écouté pas mal de choses que tu dis, ce que tu fais, ce que tu écris, et à chaque fois j'ai un petit sourire, alors que les sujets sont prête pas forcément un sourire. Et rien que pour ça, je te remercie. Et je te remercie d'être au micro de Renacast, parce que je suis sûr que tu vas apporter énormément d'éléments à nos auditeurs. Alors, moi, j'ai cherché de bout en bout sur les réseaux sociaux tout ce qui parlait de toi. J'ai trouvé pas mal de choses. J'en ai extrait de certaines pour échanger avec toi aujourd'hui au micro de Renacast. Alors, j'ai l'impression de te connaître beaucoup plus aujourd'hui, mais c'est peut-être pas encore le cas de tous nos auditeurs. Alors, ce que je te propose, Agnès, c'est de te présenter si tu le souhaites. Oui, alors déjà, je m'appelle donc Agnès de Druyennec, donc c'est mon nom d'épouse et du coup, bien bretonne, hein, un nom bien breton. Ouais. Donc en ce moment, on est bien arrosé Oui. en Bretagne. Ça déborde, ça déborde. Donc mon blaze, c'est, la boumeuse qui cartonne. Pas parce que je suis boumeuse, mais parce que mes enfants m'appellent la boumeuse. Voilà, donc parce que, tout bêtement, bah, j'ai 57 ans, que, quelquefois, je suis pas raccord avec ce qu'ils vivent et ça les fait rire et ça me fait rire aussi. Donc en fait, je suis, de la génération X, mais je suis la boomeuse et je suis conférencière depuis 15 ans, dans 2 domaines particuliers, le domaine de la santé mentale au travail et le domaine du handicap, de l'équité, l'inclusion, voilà. Donc et là, je travaille aussi en milieu scolaire, beaucoup avec, les enfants, les ados, les écoles supérieures, écoles de kiné, écoles d'infirmières et cetera et bien sûr aussi en entreprise. Donc voilà pour la petite présentation pro. Donc je fais partie d'une agence de conférenciers qui s'appelle Boîte en scène. Donc je travaille pas toute seule, avec, Marie Leresteux qui a été ma coach, qui m'accompagne depuis, plus de 10 ans maintenant et qui est devenue plus qu'une coach d'ailleurs, qui est devenue une amie. Donc voilà, ça c'est pour le côté pro. Sinon, famille recomposée, 5 enfants. Enfin, on va parler de 4 enfants plus un, on va dire. On va en parler, je pense.
Et puis, voilà, je suis mariée à un homme qui est, handicapé moteur de naissance, d'où mon lien aussi avec le handicap forcément, parce que c'est quelque chose qui me touche dans mon rôle d'aidante, dans le couple aussi qu'on forme puisque, on fait des conférences en duo aussi, qui sont toujours des conférences humoristiques, interactives, immersives et comme tu disais, on parle des fois de choses, difficiles, de choses compliquées et toujours avec, l'humour, le sourire et je crois qu'on met des coups de pied dans les fourmilières. C'est un petit peu ça, en fait, entre lui et moi. Moi, en solo sur la santé mentale, dans le cadre du handicap, on travaille à 2 parce que j'ai pas la chance d'être handicapée, donc du coup, j'ai pas autant, si tu veux, d'impact si je vais toute seule. Donc quand on est tous les 2 en tant que couple, handi-valide, là, par contre, ça a un vrai impact. Ouais. Voilà pour une petite présentation rapide, de qui je suis, mais je pense qu'on va aller un peu plus loin après, durant l'épisode. Ouais, Je te laisse, tout à gérer fait. ça. Alors beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, tout de suite. Tu résumes très rapidement des années d'expérience, hein, tu le dis, combien? 20 ans? Non, combien? Ça fait combien de temps? 15 ans? Alors c'est la 16e année là, de conférencière, ouais. Ouais. En tant que conférencière, c'est la 16e année. Ouais, donc beaucoup de choses en très peu de temps. Tu nous livres ça en quelques minutes, mais on a tellement à dire. Alors moi, évidemment, tu le sais, sur Renacast, ce qu'on aborde principalement, c'est le déclic entrepreneurial. C'est comment, à un moment donné, on se dit, je quitte l'endroit où je suis, l'être que je suis, pour devenir quelqu'un d'autre. Évidemment, tourner vers l'entrepreneurial. Et là, ton rôle de conférencière m'intéresse énormément parce qu'en plus, tu choisis pas une conférence simple à porter, même si le message est exceptionnel et il faut en parler impérativement pour dédramatiser, pour, comme tu le dis très bien, mettre des coups de pied dans les fourmilières, même si c'est pas bien, les fourmis, ils ont rien fait. Et mais je trouve Pauvre ça bête. hyper intéressant d'aller là-dedans. Mais avant d'être conférencière, bah, tu étais autre chose, évidemment, puisque on passe pas, on ne naît pas conférencière, enfin, à moins que ça devienne une faculté qu'on puisse obtenir dès la naissance. Tu as été, depuis le début, une personne un petit peu différente. Et j'ai retrouvé une phrase que ta maman te disait, apparemment. Elle t'appelait mon oiseau rare. Et rien que ce terme-là, et tu me dis si je me trompe, hein, t'hésites pas, il y a aucun problème là-dessus. Mais rien que ça, quand je le regarde avec mon œil d'aujourd'hui, après avoir regardé tout ce qui s'est passé autour de toi, j'avais l'impression que ta maman, elle avait raison. Elle avait déjà compris qui tu allais être bien avant que tu Mmh. sois ta conférencière, en fait, en l'occurrence, bien avant que tu sois Agnès 2.0, la boomeuse, pardon. Donc, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ça, sur cette expression, comment elle est arrivée et pourquoi elle t'a nommé comme ça et qu'est-ce qui t'a permis d'avoir cette singularité tout au long de ta carrière? Bah, je crois qu'en fait, je suis née anticonformiste. J'avais vraiment, cette impression qui était pas très agréable d'ailleurs enfant, d'être décalée, de pas être dans le moule. Et d'ailleurs aujourd'hui je le revendique, hein, parce qu'être dans un moule, ça veut dire être une quiche, donc je ne suis pas une quiche. Donc ça, c'est plutôt sympa. Mais quand on est enfant, c'est vrai que ne pas être dans le moule, c'est pas toujours simple. Alors j'avais pas de handicap, j'avais pas de problème scolaire. On a parlé, ensemble en préparant cet épisode, par exemple, de la dyslexie, des choses comme ça. J'avais pas ces soucis-là et malgré tout, j'avais toujours l'impression d'être à côté. Et par contre, tous mes potes, eux, d'enfance, avaient des particularités et souvent justement, alors ça pouvait être, à l'époque, on ne nommait pas, hein, les différenciations comme ça, justement la dyslexie ou autre, on n'en parlait pas. Mais c'était, j'avais que des potes qui étaient, décalés, hors normes. Voilà, j'ai vécu, une très grande partie de ma jeunesse, en région parisienne, en zone urbaine prioritaire. Mes parents étaient institut, donc et avaient choisi de travailler en milieu ZEP. Donc ça a forgé aussi mon caractère, ma volonté de travailler aussi aujourd'hui avec des gens qui peuvent être différents, qui peuvent être exclus, qui peuvent être, regardés différemment. Enfin voilà, c'est vrai que quand on vit à Argenteuil dans le 9-5, à la ZUP d'Argenteuil, ça aide aussi à ouvrir les yeux et ça aujourd'hui je suis en Bretagne dans un petit village pas loin de la mer et tout va bien. Mais c'est vrai que cette enfance-là, je la revendique, comme quelque chose qui m'a vraiment, forgé le caractère. Mais effectivement, cet anticonformisme, total. La seule différence peut-être que j'avais réelle,
visible, on va dire, c'est que j'étais une enfant anorexique. Alors c'est rigolo parce que là, pour ceux qui voient la vidéo, aujourd'hui, je suis plutôt en obésité morbide et c'est comme ça que ça s'appelle, hein, donc voilà. Moi, ça me va très bien, je vis très bien avec ce corps d'aujourd'hui, mais pendant des années et des années, j'ai été anorexique jusqu'à l'âge de 11 ans et toute mon enfance, j'ai entendu: «Agnès mange, Agnès mange, Agnès mange», bah, jusqu'au jour où ça s'est débloqué, j'ai pu arrêter de manger et voilà, aujourd'hui, pouf, un petit ballon. Quand Effectivement. j'entendais, à la télé, Christina Cordula dire, «Ma chérie, tu es un H» et moi je me disais: «Moi je suis un O». Voilà, je suis un joli O, mais je suis un O. Ouais, effectivement. Hyper intéressant, hein, mais le regard que les autres ont sur soi, dès petit, tu le dis, tu es anorexique, et aujourd'hui tu es un O majuscule, hem, montre aussi l'importance que les autres ont sur notre vie du quotidien. Alors, je l'ai raconté, je te l'avais raconté justement puisque tu en parles. Moi, j'ai une petite tare très 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 simple, hein. Je suis juste dyslexique, donc rien de très grave en soi. Sauf que je suis né dans les années où, comme toi, bah, en fait, la dyslexie, ça n'existait pas. J'étais plutôt taxé de feignant, d'idiot, de bon à rien, de choses comme ça. Donc, évidemment, ma voie était toute tracée, hein. Je devais aller dans la mécanique, peut-être dans un atelier à la chaîne, c'était la seule possibilité que j'avais parce qu'avec mes tares, c'était pas possible. Évidemment, j'ai fait comme toi, hein, je suis anticonformiste. On m'a dit que c'était pas possible, alors je l'ai fait. Voilà, Je suis allé là où personne ne m'attendait et encore aujourd'hui, j'essaye au quotidien de pousser les murs et d'aller à chaque endroit où personne ne pense que je peux aller. Et je trouve ça génial. Et tu représentes exactement la même chose où d'un corps à un autre, ben ok, ça t'a pas plu ou ça ne plaisait pas aux autres, t'as changé ta vision et ta propre vision, ce qui fait qu'aujourd'hui tu t'assumes, tu aimes qui tu es. Et grâce à ouais, ça, les autres t'aiment également. Tu rayonnes, ce que je disais au début, tu es un exactement. soleil. Exactement, je suis un soleil. Non, mais c'est vrai que ça, c'est important dans le cadre de la santé mentale, puisque moi j'en parle, c'est mon domaine, de se dire que quand on est bien dans ses baskets, on s'aime soi et du coup, c'est beaucoup plus facile d'être accepté et aimé par les autres. Quand on est plombé et qu'on n'arrive pas à s'accepter tel que l'on est, c'est compliqué et c'est vrai que dans cette société où, la femme, haricot vert est mise sur un piédestal, moi qui suis une patate, et j'adore les patates. Je me dis: «C'est compliqué pour certaines femmes» et Ouais. moi j'ose à fond, je me mets toujours en couleur. Alors tu parles du jaune, mais c'est vrai que quand je suis à la maison, j'ai des tissus qui sont des tissus, africains, WAC de toutes les dans tous les sens. J'ai aucun problème à me balader en maillot de bain, sur la plage, alors que je sais que certaines femmes qui ont ma corpulence, n'osent pas. Donc ouais, si je pouvais donner un conseil à tous et à toutes, parce que je parle de moi, donc je parle des femmes, mais tous et toutes, c'est, apprenez d'abord, avant d'essayer de parler aux autres, à vous aimer vous et ça prend du temps. C'est pour ça que c'est bien que je sois une bouveuse parce qu'il m'a fallu du temps effectivement pour m'aimer telle que je suis, m'accepter telle que je suis aujourd'hui et c'est chouette et je souhaite à tout le monde, après 50 ans de se dire: «Ah enfin, je m'épanouis, je suis la femme que je voulais être et que j'ai toujours voulu être». Et Donc moi je n'ai pas envie de rajeunir, surtout pas. Tu sais, tu as plein de personnes qui vont me dire: «Ah là là, moi quand j'avais 20 ans, si seulement je pouvais retourner en arrière». Moi je dis: «Non, non, 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 moi pas! Ouh là là, tout va bien» et donc non, non, je suis très heureuse aujourd'hui et c'est justement pour ça que ça rayonne, je pense. Ouais. ouais. Et qu'est-ce qui fait que, parce qu'on va en parler après, parce techniquement, sur le papier, quand je regarde ton parcours de vie, il y a rien qui fait que, tu sois aussi, rayonnante aujourd'hui, aussi, heureuse parce que, tu as un parcours assez compliqué. Tu as traversé quand même pas mal de tempêtes, intimes, que je vais dire majeures, hein, que je ne souhaite à personne. Et comment, à un moment donné, tu as réussi à sortir de cette voie cabossé pour t'apprécier toi, te forger ton caractère perso et puis avancer. Est-ce qu'il y a, alors on peut rentrer dans les détails si tu le souhaites, qu'est-ce qui fait que tu en es arrivé jusque-là, en fait? C'est un ensemble de choses. Alors, si on parle de mon parcours, effectivement, il y a eu beaucoup de choses, compliquées. Déjà, début d'adolescence, j'ai subi un inceste qui a duré 1 an et demi avec, un oncle par alliance. Donc ça, c'est quelque chose qui, forcément a été, très compliqué à vivre.
Après, je j'ai rencontré, le père de mon fils aîné, qui a fait, une tentative de suicide très violente. Il a fallu gérer ça. Après, il y a eu séparation, enfin bon, ça a été compliqué. J'ai rencontré le père de mon second fils qui était un homme violent et alcoolique, avec qui j'ai vécu pendant, ne 10 ans, 10 ans et donc j'ai été battue pendant 10 ans. Donc ça commençait bien la vie. J'ai dit: «Waouh! Waouh!» C'était chaud. Heu, alors dans ces périodes-là, à la fois c'était évidemment très compliqué, j'ai failli mourir plusieurs fois, ça a été vraiment très violent et en même temps, je pense que j'ai d'abord toujours réussi à travailler, donc ça c'était la base et c'était très important pour moi. Je pense que le pire de tout pour les femmes qui sont battues, c'est de se retrouver seule au foyer avec les enfants. Donc moi, j'ai toujours bossé, je suis toujours partie, de la maison et c'était mon oxygène, donc ça m'a permis de tenir, jusqu'au jour où je me suis dit: «Bon, je vais mourir là, il faut que je parte». Donc je suis partie et j'ai mis le plus d'espace entre, mon compagnon, le père de mon second fils et moi. Donc il habitait, dans l'est, je me suis dit: «Bah, je vais partir, en Bretagne, dans ma Bretagne». Donc voilà, donc je me suis retrouvée avec mes 2 enfants sous le bras, alors que j'étais cadre, heu, j'étais cadre commercial et je suis arrivée en Bretagne avec mes 2 enfants sous le bras, plus de boulot, une petite maison de rien à côté de Combourg et je me suis dit: «Il faut que je bosse, il faut que je mange». Donc je suis devenue, femme de ménage dans les entreprises. Donc voilà, ça c'était le parcours, chaud, chaud, chaud. Et puis, il y a eu un hasard. Donc j'ai toujours travaillé. Ça, c'est vraiment la base sur d'abord la réponse à ta question, c'est, le travail. Pour moi, ça a toujours été le travail, les études aussi parce que j'avais repris mes études à 30 ans, j'adore apprendre, j'adore me lancer des challenges. Donc c'est ce qui m'a sauvée, je pense. Et après donc, dans cette période où j'étais, femme de ménage, où c'était compliqué, où j'avais beaucoup de mal à me relever, où il fallait que j'étais en procès aussi, avec, mon ex-compagnon parce qu'évidemment on avait un enfant en commun, donc il a fallu gérer ça. J'ai mon avocate qui est morte sur scène. Non, mais quand je dis sur scène, c'est-à-dire elle a eu pas avec moi, mais elle a eu une crise cardiaque, elle est morte en plein tribunal. J'ai fait: «Bon, je vais me débrouiller toute seule», donc je me suis débrouillée toute seule. Lui, il a été condamné, et du jour où il a été condamné, bizarrement, c'est à ce moment-là que j'ai sombré. Vraiment, j'ai sombré. Alors on parle souvent de burn-out aujourd'hui, c'est pas un burn-out, c'est vraiment une dépression nerveuse, c'est une chose très différente. Le burn-out, c'est vraiment lié au travail. Là, c'était vraiment de la dépression où j'étais devenue une serpillière, en fait, complètement. Et j'avais une copine, pas une amie, mais une copine qui un jour me dit, «Bah, tiens, je vais ça va te changer les idées, viens, je connais un gars qui fait une conférence sympa, c'est plutôt un spectacle, c'est chouette et cetera». Moi, j'ai dit: «Bah, après tout, j'ai que ça à faire». Mes enfants étaient à l'école, j'ai dit: «J'y vais» et j'y vais et là, je tombe sur un oiseau rare, lui aussi, donc Gilles. Un mec handicapé, j'avais pas de lien particulier moi avec le handicap, moteur, très visible, je n'avais pas été élevée non plus dans dans un milieu où j'avais des personnes handicapées dans ma famille, dans mes amis. Je rencontre ce gars-là, qui en fait, qui fait du stand-up, voilà, qui se marre tout le temps, qui a une banane de fou, qui a une vie de dingue. Il a un brevet d'état d'éducateur sportif en voile, c'est le seul handicapé en France à avoir ça. Il conduit des autocars alors que, il a aucune adaptation handicap dans ses véhicules, il est papa, enfin, il fait plein de choses. Il est comédien aussi. Donc, je le vois et au bout d'1 heure et demie de show, je me dis: «Mais le gars, mais c'est Superman, quoi». Donc bah, je m'approche avec d'autres nanas, hein, parce que, avec son sourire, il accroche tout le monde et donc on commence à papoter, 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 puis je me retrouve toute seule finalement avec lui. Il me dit: «Bon, à force de papoter, moi j'ai faim, donc je t'emmène au resto». Je dis: «Bah, super, on va continuer à parler». Donc on a continué à parler au resto. Ma copine entre-temps était repartie, donc il m'a raccompagnée en voiture chez moi, pas folle la guêpe. Et puis elle est repartie. On avait parlé une bonne partie, au moins 3-4 heures. Voilà et 2 jours après, Gilles donc qui habitait à l'époque à 1 heure et demie de chez moi, en Côte d'Armor, arrive à la maison sans savoir si je travaillais ou pas. Il frappe: «Bah, salut,
a oublié quelque chose quand tu es venu me raccompagner? Enfin, je savais pas trop. Il me dit: «Non, non, j'ai quelque chose à te dire d'important». Je dis: «Bah, je t'écoute». Il me dit: «Tu le sais pas encore, mais tu es la femme de ma vie et je te lâche plus». Et là, je me suis dit: «Le gars, non seulement il est handicapé, mais en plus il est dingue». Et au vu de mon parcours, sur le coup, j'ai fait: «Au secours, je ne veux pas de ça, je viens de vivre une, relation toxique pendant 10 ans, c'est pas possible». Donc pendant quelques mois, honnêtement, il a ramé. Il a ramé, sauf que c'est un marin et c'est un breton et il lâche pas l'affaire, il lâche pas le cap et voilà et ça fait, du coup, 16 ans que ça dure, bientôt 17. Donc et c'est l'homme de ma vie et on travaille ensemble et on vit ensemble et il m'a aidé à aussi à me reconstruire et à sortir de là. Donc les 2 choses, je pense, qui m'ont aidée, c'est le boulot et c'est cette rencontre majeure qui est au-delà d'une histoire d'amour, qui est une rencontre de vie, qui m'a permis de me repositionner avec justement qui j'étais, heu, retrouver de la force en moi, de l'ancrage et de me dire: «Bah, en fait, si, tu es une belle femme, tu es une femme qui mérite d'avancer, qui mérite de bouger». Donc voilà et là, c'était reparti, pour un tour et du coup, toutes ces douleurs, ces difficultés, ces vulnérabilités, je me suis dit: «Bah, en fait, ce sont de véritables forces». Et aujourd'hui, c'est aussi pour ça que je m'appelle la boumeuse, c'est de dire: «Mais je suis boumeuse parce que j'ai vécu aussi beaucoup de choses et j'ai pu les transformer». En fait, c'est ça, j'ai pu les transformer. Je parle souvent de compost. En fait, j'ai composté. Bah, voilà. Des fois, tu te dis: «Bah, la merde, tu la mets dans la terre et puis d'un seul coup, paf, ça fait des jolies fleurs». Et ben voilà, je suis aujourd'hui une jolie fleur parce que j'ai composté. Excellent. J'aime beaucoup. Alors un parcours, très, très dur évidemment. Je retiens les 2 conseils que tu nous donnes, hein, ne pas arrêter d'une activité, professionnelle. Alors ça pourrait être associatif, ça pourrait être sors de chez toi en fait, c'est ça peut-être le message? Dans le travail, c'est Alors ça plus cadré? juste une chose, c'est de te dire que je ne donne jamais de conseils. OK. Je dis qu'elle a été mon parcours, c'est très important pour moi, de pas aller donner, tu sais, les nanas qui te donnent des bons conseils près de chez vous en disant: «Fais ci, fais ça, fais du yoga, sors de chez toi, fais du sport et mange sain». Bah oui. J'ai envie de dire, voilà, mon parcours, s'il est inspirationnel, tant mieux. Je lance, effectivement des bouées et les gens les prennent ou ils les prennent pas ou en tout cas, ils essayent de trouver leur chemin, pour pouvoir, réussir effectivement à composter, ou pas. Mais en fait, oui, non, je ne donne pas de conseils de vie. Ça, c'est très important pour moi et même en entreprise, dans le cadre de mes conférences, souvent on dit: «Je vais vous donner des clés» et moi je dis: «Non, je vais vous donner des serrures parce que les clés, vous les avez et maintenant moi je vais vous donner des serrures et après à vous d'utiliser les clés ou pas. Mais les clés, vous les avez déjà en vous, vous les avez déjà en vous personnellement, mais vous les avez déjà en vous dans l'entreprise aussi. On vous a déjà donné toutes les clés et vous savez déjà ce qu'il faut faire. Maintenant, il faut trouver les bonnes serrures pour savoir quand actionner, pourquoi actionner. Donc c'est très important pour moi de réagir là-dessus. Et puis quand même, il y a une chose importante aussi qui fait qu'aujourd'hui je me sens, particulièrement forte et ça j'en ai pas parlé, c'est que, je me suis rendu compte en fait que j'étais devenue forte à ce moment-là. C'est qu'en 2022, mon fils de 27 ans, mon fils aîné dont je vous ai parlé tout à l'heure, monsieur, est décédé d'une rupture d'anévrisme dans son sommeil. Donc ça a été, un moment, épouvantable. Aujourd'hui, il reste toujours un trou dans le cœur qui ne se refermera jamais. Il m'a fallu, quelque temps pour savoir si je voulais vivre ou mourir et ça aussi, ça aurait été mon choix. Je ne veux pas donner non plus de conseils là-dessus, on se relève comme on peut et le jour où je me suis dit: «Bah, si en fait, je vais être capable de vivre» et je me suis dit: «Je vais vivre, à plein, à fond, tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige», en ce moment, c'est plutôt la flotte. Je vais voir plutôt la petite fleur qui sort, plutôt que le reste. Donc voilà, et c'est ça qui me tient debout aussi, c'est cette force de vie, cette volonté d'avancer et d'avancer avec les souffrances qui ont été les miennes, mais qui aujourd'hui sont des belles choses aussi, qui me font avancer.
Ouais, alors, plein de choses également. Alors oui, tu as raison, on ne donne pas de conseils, mais effectivement, c'est ce qui toi t'a construit, c'est inspirant. J'avais en tête, un vieux dicton: «Le travail, c'est la santé». Tu vois? C'est il existe. Moi, je suis du genre à dire, même malade, j'aime bien aller travailler, en fait, parce que ça me sort de ma routine, ça me sort de ma morosité ambiante, parce que je vois des collègues qui, eux, ont des parcours différents de vie, on discute, on échange, je vois des clients, je vois du monde en fait, hein, tout simplement. Comme tu disais tout à l'heure, tu restes pas chez toi cloîtré, tu prends un métier que certains n'aimeraient pas, tu deviens femme de ménage alors que tu es cadre commercial auparavant. C'est un choix difficile aussi à faire, mais je pense que le choix le plus difficile a été de partir à un moment donné, de t'éloigner le plus possible de ta vie d'avant. Cette rupture est forte, aussi bien physiquement, géographiquement, mentalement, intellectuellement. Et derrière, il t'arrive plein de choses. Tu rencontres, pareil, tu te fermes pas aux rencontres. C'est souvent ce qu'on dit dans Renacast. Pour entreprendre, il faut s'ouvrir aux autres, il faut aller discuter avec les autres. Parce que tout seul dans ton coin, t'entreprendras pas grand chose finalement, parce que il faut des clients déjà pour pouvoir vendre. Et si tu vas pas les chercher, bah tu peux pas. Et puis ton mindset, ton état d'esprit se construit au fur et à mesure des rencontres que tu fais avec les autres personnes. Et en l'occurrence, bah, ta copine, ton ami, enfin pas ami, mais ta connaissance qui te pousse à sortir un peu à un moment donné. C'est peut-être un petit peu ta bonne fée du moment, du jour, qui te dit, ben viens, on va faire autre chose, on va aller rigoler un peu. Et puis voilà, ça te met sur ton chemin, ça te met une personne formidable sur ton chemin qui est Gilles, qui rame le pauvre, et qui vient te chercher et qui change ta vie, en tout cas depuis 16 ans, en tout cas. C'est un truc de fou, et ça va pas changer que ta vie sentimentale, amoureuse, ça va aller plus loin que ça d'ailleurs. Euh, Est-ce que c'est ça qui fait que femme de ménage, tu le mets définitivement de côté pour devenir conférencière, ou il y a encore des étapes entre les deux qui t'ont aidé à progresser? Alors déjà, la femme de ménage, je ne la mets pas de côté. C'est très important de le dire aussi. Ça fait partie du parcours et à ce moment-là, justement, ça m'a permis de voir à quel point les regards des gens pouvaient être différents sur moi. C'est-à-dire que moi, j'étais effectivement dans un milieu, plutôt, enfin, classe moyenne, aisée, donc j'avais toujours été, je partais en vacances, on partait au ski, tout allait bien. Après, bah, j'ai été cadre commercial. Avant, j'étais libraire, donc pareil, tu as une aura quand même, un peu intello et cetera et là, d'un seul coup, je deviens femme de ménage en entreprise et les gens qui me disent bonjour le matin, dire: «Bonjour ma petite dame» et là, dans ma tête, je me fais: «Ah! La petite dame!» et ça a été très formateur pour moi, alors, de voir le regard des gens. Heu, je crois que la première fois, ça m'a surprise. Après, ça m'a amusée et je me suis dit: «Effectivement, le regard des gens sur la différence», donc déjà, on parlait pas de handicap, mais vraiment sur la différence sociale ou autre, est très, très particulier finalement. On se rend pas forcément compte, de la manière dont on parle aux Mmh. autres et cetera. Donc déjà, ça a été ça la première chose, de me dire: «Mais il y a quelque chose à faire là-dessus» et voilà. Moi qui avais vécu en zone urbaine prioritaire avec des disparités sociales très importantes, des ethnies importantes, moi j'ai déjà été baignée là-dedans et j'ai trouvé ça super et d'un seul coup, la petite dame là, elle s'en prenait un coup. Donc non, je la mets pas de côté, cette petite dame. Voilà, c'était ce moment-là, il a été important aussi pour avancer. Et après du coup, pourquoi je suis devenue conférencière? Pourquoi j'ai décidé de switcher, en dehors du fait évidemment que j'ai rencontré Gilles? Bah, j'ai pas décidé. En fait OK. j'ai pas décidé parce que j'étais pas du tout comédienne, parce que c'était pas du tout moi de parler sur scène, même si aujourd'hui j'ai une aisance, de parole, qui va bien, mais en fait, c'était pas du tout mon domaine. Effectivement, j'étais commerciale au départ, donc j'avais quand même un peu de bagou, mais la scène, c'est quand même très différent et j'ai accompagné Gilles, sur, une intervention en collège à Saint-Aubin-du-Cornier, donc dans un collège public à Saint-Aubin-du-Cornier et je lui avais dit: «Bah, du coup, là, comme c'était, la deuxième fois que je te vois», donc on se connaissait depuis peu, hein, «Je vais prendre des notes, je vais me mettre derrière et puis on va pouvoir travailler ensemble sur ce que je vois, les points positifs et puis les choses qui sont peut-être,
un peu, à faire évoluer, il m'avait demandé de le faire, mais du coup, j'avais pris, mon petit carnet de notes et j'étais bien derrière, tranquille, je prenais des notes, j'étais là sans être là et à la fin de l'intervention, Gilles regarde le groupe et dit: «Et je vous présente la femme de ma vie, Agnès» et là, je vais: «Oh! Au secours!» Mon Dieu, donc je suis devenue rouge comme une tomate, et je suis montée sur scène et là, à ce moment-là, il s'est passé, une chose assez formidable, c'est que, cette, émotion, immense, cette peur de monter sur scène, d'un seul coup, elle s'est transformée et j'ai trouvé ça absolument génial d'être face à ces enfants, finalement. Ils étaient en 5e, donc des petits, tu vois, de 12 ans et d'un seul coup, j'ai trouvé ça super de voir leurs yeux, leur sourire, parce qu'ils venaient de rire pendant 1 heure et demie, hein. De voir aussi que Gilles, qui était handicapé, pouvait avoir une femme valide dans sa vie, qu'il pouvait aimer, qu'il aimait. Enfin, d'un seul coup, je me suis dit: «Mais en fait, j'ai peut-être une place là-dedans» et puis j'ai pris le temps, j'ai réfléchi, pas très longtemps en fait. J'ai pas réfléchi très longtemps honnêtement, je me suis dit: «C'est trop bien, donc je vais travailler là-dessus. On va faire un truc tous les 2». À l'époque, 2009, hein, donc les réseaux sociaux, c'était Facebook, qui avait démarré en 2007. Je ne savais absolument pas ce que c'était, mais je me suis dit: «Bah tiens, j'en entends parler, je vais aller m'inscrire». Et je me suis rendu compte que c'était très intéressant, pour travailler, justement, l'effet boule de neige et notamment avec les établissements scolaires. On a beaucoup, beaucoup travaillé avec les établissements scolaires. On travaille toujours beaucoup avec les établissements scolaires. Donc voilà, donc j'ai commencé comme ça et après, petit à petit, je suis venue un petit peu d'abord comme une cerise sur le gâteau, donc la belle cerise déjà, hein, voilà. La bonne cerise, tu vois? Mais voilà, je suis venue un petit peu par petites touches comme ça, comme une madame loyale, de présentation, et aujourd'hui en fait, heu, par le fait de la vie aussi, parce que Gilles a eu beaucoup de problèmes de santé, très importants. Du coup, j'ai pris plus de place et aujourd'hui, on est vraiment en duo, en 50-50, sur scène et c'est un peu un, mmh un duo ping-pong, donc on joue beaucoup, on est beaucoup, moi je descends beaucoup dans le public, je remonte sur scène, je redescends dans le public, je vais chercher les gens, voilà. Donc que ce soit d'ailleurs en entreprise ou en milieu scolaire, c'est pareil. On est beaucoup moi je me balade beaucoup, voilà. Gilles est beaucoup sur la scène et moi je monte sur scène, je descends, je vais chercher les gens, voilà. Voilà, c'est un peu ça. Ouais, alors c'est aussi simple que Est-ce ça. que j'ai répondu à ta question? Ah Je oui, sais oui, même plus. très, très Oui, ça bien, y est? très, très Ouais, bien. c'est bon? Ouais, ouais, non, mais si, si. Alors comment tu y es arrivé? Bon, finalement, c'est une histoire de rencontre, encore une fois, celle de Gilles qui déclenche chez toi quelque chose, en te forçant presque la main, je dirais, en étant Mmh. grossier, hein, c'est pas ça c'est pas comme ça qu'il faut le voir, mais en te forçant la main, en te mettant en valeur, en évidence et en te faisant venir sur scène et là tu prends tout ce que lui a construit, tu le prends en pleine face et de façon hyper forte. Moi, j'ai toujours, alors, je suis du timide introverti, je le dis à tout le monde, donc ça y est, c'est fait. Mais quand je regarde un artiste sur scène, et j'adore le moment où tout le monde l'applaudit et je me dis, waouh, toute l'émotion, tout ce qu'il prend. Ça doit être tellement fort. Alors moi je suis un homme, je ne pleure pas, mais j'en viens à avoir les yeux qui coulent un peu, Bien sûr. tu vois. Et je me dis mais waouh, Ça, c'est c'est la fort. transpiration. Exact. Mais tu vois, et je me dis que c'est ça que tu as dû ressentir à un moment donné en te disant, mais oui, je veux être là tout le temps, en fait. Et je sais pas, tu me dis si je me trompe, mais moi, je le vois comme ça, en tout cas. Ah, c'est exactement ça, mais 100 ça. En fait, on est comme tout le monde, hein, que toi comme moi, quand on se lève le matin, des fois, on a un coup de mou, on est un peu fatigué et autres et dès qu'on va sur scène, alors il y a toujours cette, appréhension un petit peu avant, ce trac et cetera. Quand on arrive sur scène, on est complètement galvanisé et après, le lien avec le public, j'ai l'impression, je dis toujours que j'ai l'impression d'être un vampire, de prendre l'énergie du groupe là. Tu vois? Ouais, Et je vois alors bien. ce qui est rigolo, c'est que justement dans le cadre de la santé mentale ou du handicap, on a souvent des retours directs à chaud Mmh. de gens qui viennent nous dire: «Mais vous vous rendez pas compte à quel point j ça m'a fait du bien, j'ai pu lâcher des choses, j'ai pu rire» et du coup c'est un vrai levier d'impact qui permet d'avancer le rire. C'est pas du tout anodin, on ne se moque pas, on ne dénigre pas. On utilise le rire comme un levier pour faire avancer les choses
Et du coup, quand on a des gens qui viennent nous dire ça: «Mais vous êtes formidables, mais c'est génial, mais surtout continuez», en général, c'est eux d'ailleurs qui nous conseillent pour aller ailleurs, donc c'est bien, l'effet boule de neige, il passe pas que par les réseaux sociaux. Et à ce moment-là, je leur dis: «Mais vous vous rendez pas compte que c'est un vrai échange? C'est-à-dire que si nous, on vous apporte, quelque chose, mais vous, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que d'un seul coup, on prend votre énergie avec une force phénoménale». Donc moi, c'est ce qui me tient debout tout le temps. Après le décès de François, qui est décédé donc en mon fils donc, hein, comme je le dis, qui est décédé en juillet. Donc, on était dans la période, vacances, on va dire. Nous, on fait aussi de la voile, adaptée handicap, donc on avait le centre de voile, qui marchait plein pot. Mais on n'était pas dans les périodes, de conférences entreprises ou milieu scolaire. Juillet, août, c'est pas le moment. Et du coup, quand on a repris la première intervention du mois de septembre, je me suis dit: «Je ne vais pas tenir debout». J'avais les jambes qui tremblaient, c'était terrible. Et puis, en plus, dans l'intervention, forcément, on fait beaucoup de storytelling, donc on parle de nous, de la famille, de plein de choses. On utilise, en fait, notre vie, pour pouvoir parler d'autre chose et ouvrir le débat. Et je me suis dit: «Là, ça va pas être gérable, je vais pas c'est pas possible». Et Gilles était avec moi, parce que là, c'était la conférence du haut, alléluia. Gilles était avec moi et il m'a dit: «Je suis là, moi j'y vais. Si je sens que tu peux pas, je te regarde, tu n'y vas pas, mais on y va». Et sur le coup, je me disais: «Je n'y arriverai pas du tout». Et finalement, quand on a commencé, j'ai eu l'impression que d'un seul coup, j'étais dans une bulle et c'était la bulle de la conférence. Donc j'ai vécu le truc. J'étais un peu comme un pilote automatique, mais j'ai pu rire, j'ai pu sourire, j'ai pu partager. Et après, quand les élèves sont partis, je me suis écroulée, mais écroulée complètement. Mais il y avait ça. Et on parle beaucoup, les comédiens parlent de ça beaucoup, tu sais, quand ils ont, une extinction de voix, par exemple. Ils disent: «Mais avant, je me dis: "Je vais pas pouvoir monter sur scène, je vais pas pouvoir parler"». Ils parlent pas et puis ils montent sur scène, ils arrivent à parler, tout se passe bien, ils sortent de scène, paf, l'extinction de voix revient. Et je pense que le corps, et là que c'est très intéressant, au niveau neurosciences aussi, hein, que la santé mentale où on parle beaucoup d'émotionnel, mais il faut, vraiment travailler avec la neuroscience aussi. C'est-à-dire que le cerveau et le corps sont liés en permanence et que du coup, quelquefois, on est étonné de ce que notre corps et notre émotionnel est capable de faire quand on vit des folies comme, la perte d'un enfant, par exemple. Ouais. Effectivement, le corps et l'esprit sont des choses bien mystérieuses qui nous poussent à faire des trucs, à exploser à des endroits où on n'aurait pas cru. Et tu le dis très bien, un acteur ou au théâtre, sur un spectacle sur scène, ils le disent tout, hein, the show must go on, hein, peu importe ce qui se passe avant, tu montes et cette foule qui t'acclame ou qui attend tellement de toi te gonfle tellement que ben, tout ce qui se passe pendant ce Ça. temps-là, il se passe plus rien. Alors moi, j'ai pas cette chance-là d'avoir ressenti cet élan d'amour profond peut-être ou d'être poussé comme ça en avant. Mais je trouve, enfin, je l'imagine et j'aimerais, tu vois, j'aimerais vraiment l'avoir en me disant ok, c'est plus aux autres de le vivre, mais un petit coup à moi. Alors du coup, tiens, j'ai une question pour toi. Comment on en vient à devenir conférencière? Est-ce qu'à un moment donné, bon, ok, tu rencontres Gilles, il te pousse un petit peu à te surpasser, à te dépasser, mais à un moment donné, ça s'apprend aussi. Enfin, c'est du jour au lendemain. Comment moi, tu vois, j'ai une petite présentation sympa, quelques slides, je parle de deux trois trucs, j'ai mis quelques images, oh, elle est jolie, elle avance, tout, mais c'est sympa. Comment je peux en faire un business? Comment je peux pousser ça pour vendre mon produit et gagner peut-être ma vie autour de ça? Alors déjà, moi, j'ai fait encore une fois, ce sont des histoires de rencontres. Heu, C'était donc en 2014, donc tu vois, ça faisait déjà 5 ans que je connaissais Gilles. On avait fait donc, ces conférences milieu scolaire où moi j'étais là par petites touches à ce moment-là. Et Gilles, on avait trouvé un système, parce qu'avec le handicap, je te passe les meilleurs, mais on travaillait donc pour, l'association, Barrer la différence que Gilles a créée en 1987, qui est un centre de voile et qui portait aussi, les interventions scolaires, spectacles pour les enfants, les petits.
Et par le biais de cet asso et par les OPCO, on avait droit à des formations et Gilles, avec son handicap, avait toujours un problème de pose de la voix. Il travaillait beaucoup avec les cordes vocales et du coup, il se fatiguait beaucoup les cordes vocales sur scène. Donc on s'était dit: «Bah tiens», enfin moi je me suis dit: «Bah tiens, on va lui chercher une formation, avec l'OPCO, sur la pose de la voix». Je cherche en Bretagne et là je tombe sur 2 organismes, un organisme que j'appelle qui répond pas et un autre, j'appelle et je tombe sur Marie Leresteux, boîte en scène, qui à l'époque était juste coach vocal, en tout cas dans sa description boîte en scène à l'époque. Sauf qu'elle était déjà, formatrice conférencière, mais qu'elle le vendait pas, comme ça. C'est comme moi, par exemple, sur LinkedIn, je parle très peu du handicap, parce que, on a cette offre signature, on va dire, sur LinkedIn et à l'époque, voilà, elle travaillait comme coach vocal, agréée Calliope, agréée CPF et cetera. Donc je l'ai au téléphone, ça passe super bien et on commence à faire des formations pour Gilles. Donc et vraiment le lien a été très fort. Elle est venue, nous voir sur scène. Elle nous a tout de suite donné des conseils, de mise en scène, en lien avec la pose de la voix, en lien aussi avec la fatigabilité sur scène et donc bah, voilà, on a commencé à bosser avec elle et ça fait, donc 12 ans que ça dure. Moi, je c'est mon couteau suisse, Marie. C'est-à-dire que quand j'ai besoin, d'un petit coup de pied aux fesses, elle va venir me le donner avec grand plaisir. Quand j'ai besoin de soutien, elle est là aussi, quand j'ai besoin de me réinventer, elle est là aussi, voilà. Donc on a travaillé sur plein de choses ensemble. Moi, j'ai réécrit, donc 2 spectacles pour enfants, qui parlent de la différence. Elle est venue m'aider sur la mise en scène, elle est venue m'aider sur la présence sur scène. Elle m'a fait retravailler les textes, elle m'a fait enfin voilà. Après, on a travaillé aussi sur un film, 2 films. Alors c'était pas elle, la documentariste, mais elle a travaillé avec nous aussi. Ces 2 films ont été primés, donc il y en a un qui a reçu le 1er prix au Festival international du film sur le handicap, à Namur, en Belgique et une version longue de ce film qui a été, primée, à Cannes, et qui a reçu le prix spécial du jury à Cannes. Voilà, donc Marie, elle fait partie de toutes, les périodes, de ma vie professionnelle de conférencière avec boîte en scène. Je le revendique parce qu'aujourd'hui, on dit toujours: «Bah, voilà, les entrepreneurs, ils travaillent seuls, ils vivent les choses seuls, c'est compliqué, ils doivent gérer l'administratif, la compta, le cœur de leur métier, la prospection, la communication, tout» et moi, je me dis: «Bah, j'ai réussi à m'entourer quand même de personnes, extérieures qui sont, des piliers et qui sont ce que je disais, mes couteaux suisses». Donc c'est très, très important pour moi de dire que si, on regarde bien autour de soi, on n'est pas seul. On peut ne pas être seul et c'est très important, je pense. Toute ma vie est jalonnée comme ça. J'ai fait des mauvaises rencontres, mais j'ai aussi eu des belles rencontres qui m'ont permis de rebondir. Je pense pas qu'on puisse y arriver seul. Je pense que c'est important, de se dire qu'on a du monde autour et que c'est chouette, quoi. Tout à l'heure, tu parlais du fait que je voyais beaucoup de monde. Effectivement, dans la semaine, je vois beaucoup de monde et tu disais: «Moi, je suis pareil, le boulot, c'est très important et cetera». Je l'ai dit aussi, mais je sais aussi me poser et ça, c'est important et me poser, je peux le faire aussi avec les gens qui m'accompagnent au boulot. C'est-à-dire dire: «Attention là, on arrête tout, on parle plus boulot, on va se faire un petit barbecue avec un petit rosé bien frais, hein, quand il fait beau et tout va bien. Enfin, à boire avec modération, il faut être, hein, on est voilà, voilà. Moi, je Effectivement. mange de la viande, je bois du vin, enfin, catastrophe, Ouais, catastrophe. très, très bien. Tout Bonne tout vivante. tout va bien. Voilà, tout va bien. Donc voilà, donc c'est important aussi de trouver un équilibre entre, ce que j'ai dit tout à l'heure, cette importance pour moi qui a été le travail. Néanmoins, aujourd'hui, l'important, c'est aussi de savoir trouver ce moment de repos et les moments aussi où on a le droit de se légumer, sous la couette, pas coiffé, en regardant une série sur Netflix et c'est pas grave, tu vois? Mais, en tout cas, savoir doser, savoir équilibrer et savoir surtout, se connaître, prendre soin de soi, s'écouter, heu, écouter les signaux faibles, les choses qui vont te dire: «Attention là, ouh là, il y a un petit truc qui commence à pas aller et du coup, je vais d'abord prendre soin de moi».
et quand on prend soin de soi, après on peut facilement, parler santé mentale. Parce que c'est moi je suis pas adepte de, les cordonniers sont les plus mal chaussés, tu vois? Je commence d'abord par, faire attention à moi et c'est super important. Ouais, et puis tu portes une parole, donc évidemment, si t'es pas bien sur scène, ça va se ressentir. Et du coup, comment tu comment tu abordes le sujet si enfin, ça devient compliqué. C'est difficile de parler de quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Je retiens les signaux faibles, retenir vos signaux faibles. Alors il y en a beaucoup qui m'en parlent, mais après, en fait, une fois qu'ils les ont pris en pleine face, tu vois, ces signaux qui sont plus faibles du tout, burn-out, problème avec son entourage en entreprise et qui se lance après en fait en entreprise parce ils l'ont pris de pleine face. S'ils avaient écouté leurs signaux faibles en amont, la flemme de se lever le matin pour aller travailler par exemple, à un moment, si c'est une fois de temps en temps, bon, t'as fait la fête la veille, évidemment, c'est difficile de se lever. Mais si tous les jours tu te dis, oh, j'ai pas encore envie de voir mes collègues, j'ai pas encore envie d'aller travailler, je ne me reconnais plus dans ce que je suis, c'est un signal faible. À un moment donné, il devient fort. Alors pour certains, c'est des AVC, d'autres des burn-out, et ça devient très compliqué. Donc savoir s'écouter, c'est pas simple. Hein. Comme ça, je le dis. Non, c'est pas simple, C'est ouais. c'est Et pas simple. c'est comment en C'est fait. pas simple, il faut du temps. Il Ouais. faut du temps et il faut surtout apprendre à observer et c'est vrai que quelquefois, moi j'entends, hein, beaucoup de gens, hein, qui me parlent justement de burn-out, qui disent: «Mais en fait, moi j'ai vécu un burn-out et j'ai continué à bosser pendant 2 ans en mode, robot», tu vois? Parce qu'on s'autorise pas, parce qu'on est encore dans cette société où on a des injonctions, il faut qu'on aille bien, mais surtout, même si on va pas bien, il faut surtout pas le montrer, il faut surtout pas le dire, parce qu'on va être mal considéré. Donc, on a énormément de travail à faire à ce niveau-là pour oser parler de son vulnérable et de se dire: «Mon vulnérable, il fait partie de ma force». Et ça, c'est justement ce que moi j'ai appris dans ma vie. C'est-à-dire de dire, j'utilise mon vulnérable comme un terreau maintenant. Je parlais de compost tout à l'heure, mais le compost, ça devient un terreau et ce terreau-là, il faut l'utiliser. Alors, encore une fois, je ne vais pas donner de conseils. Je vais dire simplement, apprenez de temps en temps à ne pas écouter ce que vous ont dit vos parents. C'est-à-dire que quand on se posait et qu'on s'écoutait, on nous disait qu'on était nombrilistes, qu'il fallait qu'on se donne un coup de pied aux fesses, qu'il fallait qu'on avance, qu'il fallait pas qu'on aille chouiner. Ce genre de choses qu'on a tous entendues à nos âges en tout cas. Mmh. Aujourd'hui, heureusement, je pense que l'éducation de nos enfants, elle se fait différemment, elle se fait avec beaucoup plus de positivisme et puis on leur apprend, que justement quand on est un mec, on a le droit de pleurer. C'est ce que tu disais tout à l'heure en rigolant. Ouais. Mais voilà, ouais, évidemment qu'on a le droit de pleurer et que même c'est vachement touchant pour les femmes de voir un mec qui pleure. Moi, j'adore. J'adore parce que justement, voilà, d'un seul coup, il y a un lien qui se fait, il y a une émotion qui se partage. Donc, donc oui, il faut du temps. Bien sûr qu'il faut du temps et il y a pas de conseil à donner, il y a juste à dire, heu, prenez le temps de vous regarder vous et de savoir où et pourquoi ça a commencé à déconner. Est-ce que ça a déconné à cause du boulot? Est-ce que ça a déconné à cause du perso déjà? Ça, c'est la première chose. Savoir si, par exemple, on est en instance de divorce, si on a un problème, avec un de ses enfants, qui, déconne, voilà. Ou alors si c'est le boulot. Si c'est le boulot, bah, il y a qu'une solution, hein. Ou tu es manager et tu essayes de te dire: «Bon attends, je vais bosser sur la santé mentale», ou tu es salarié et tu dis: «Je me tire». Voilà, je pars parce que c'est sauf qui peut et c'est justement ce qui se passe dans les entreprises qui ne travaillent pas sur la santé mentale. Elles ont une hémorragie, aujourd'hui de personnel parce que, elles n'ont pas compris que la priorité aujourd'hui, c'était de s'occuper de ça et notamment depuis le covid. Les gens ont compris beaucoup de choses au moment du covid, finalement, Ouais. tu vois? Bah, Des gens qui ont complètement switché, changé de vie. Il y a des Parisiens qui sont venus vivre à la campagne, il y a des gens qui ont dit: «Ah non, mais moi finalement, ce boulot-là, je me suis rendu compte pendant le confinement que, je ne voulais plus travailler comme ça, avec cette pression-là, que c'était pas possible». Nous, par contre, de notre côté, en Bretagne, on plaignait beaucoup les Parisiens parce que nous, bah, forcément, en plus, nos premiers confinements, ils faisaient un temps absolument sublime et moi, j'habite juste à côté d'une forêt, à 20 mètres d'une forêt, hein. Donc tu vois, j'avais le 1 kilomètre, autour de chez moi, j'avais pas de problème. Donc voilà et ça a été vraiment un moment charnière, je crois, pour tout le monde, autant pour, les entreprises qui ont commencé quand même un peu à se poser des questions, les salariés, nos enfants aussi.
Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on a une prise de conscience, mais on n'a pas encore, fait évoluer les choses. Quand on voit la détresse dans laquelle se trouvent nos ados aujourd'hui, hein, parce que quand même le covid, c'était en 2020, donc tu vois, les petiots, de 10 ans qui en ont 16 aujourd'hui, c'est vraiment, on les voit dans un mal-être total et donc il est urgent de réagir et si on peut le faire avec, en disant: «Bon voilà, il y a des choses à faire et on sourit pour les faire, mais on les fait, on y va, on fonce parce que là, on n'a plus le choix». Nos mômes, ils se décident à tour de bras, donc il y a un moment, ça suffit. Hem, donc voilà, je pense que les entreprises commencent, les grosses entreprises, ça y est, ont pris conscience. Ce qui est plus compliqué, c'est pour les PME, les TPE parce qu'elles, d'abord, elles connaissent pas leurs obligations à ce niveau-là. On a beaucoup parlé des obligations d'inclusion liées au handicap depuis des années. On a parlé, des obligations de d'égalité hommes-femmes et cetera. Ça, c'est on en parle beaucoup. La santé mentale, c'est très récent. On en parle réellement depuis 2025 un peu parce que ça a été l'année, de la santé mentale. Mais en fait, on en parle encore très peu et les TPE et les PME ne savent même pas quelles sont leurs obligations légales. Donc moi, je suis là pour apporter, de la du rire, de la joie, mais aussi de l'expertise pour pouvoir actionner quelque chose. Parce que si tu vas voir une conférence juste pour passer un bon moment, ça n'a absolument aucun intérêt. Le but du jeu, c'est vraiment, de permettre de faire levier et que les entreprises se disent: «Ah oui, d'accord. D'abord, ça me coûte de l'argent, mais puissance 10 parce que c'est ça, en fait, le nerf de la guerre des entreprises, c'est de se dire: «Attends, moi, la santé mentale, j'ai autre chose à faire que de m'en occuper parce que sinon, il faut que je m'occupe de mon business et surtout de mon chiffre d'affaires». Et quand je leur prouve qu'ils sont en train de paumer de l'argent, mais puissance 10, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est prouvé. 3 000 € par an, par salarié pour une entreprise, d'accord? Entre le turnover, les formations qui finalement servent à rien parce que les gens démissionnent, le manque de motivation parce qu'il y a du stress chronique, les burn-out, les arrêts maladie et cetera, c'est 3 000 € par an et par salarié. C'est énorme. Ouais, c'est Donc énorme. si on travaille en amont et là, en plus, quand on en arrive là, on va éteindre le feu, en fait. Donc on devient pompier. Et l'idée, c'est mais oui, non, mais l'idée, c'est de se dire: «Mais qu'est-ce qu'on fait?» Il faut travailler en amont avant que ça arrive. Mettre des choses en place, des choses qui sont simples des fois et qui sont pas forcément, des choses, qui coûtent beaucoup d'argent, tu vois? On pense aussi que ça va nous coûter un fric fou. On n'est pas obligé d'installer, des salles de yoga et des baby-foot et des tisanes détox. Ça ne sert à rien en plus, enfin, tu vois? C'est les PME vont te dire: «Ah bah non, mais moi j'ai pas les sous pour faire, le cours de yoga du midi». Mais j'ai de toute façon, c'est pas forcément ce qu'attendent les gens. Déjà, la première possibilité, déjà, c'est d'avoir du dialogue, entre managers, entre, collaborateurs et de savoir, quels sont les vrais besoins, au niveau, des risques, psychosociaux et qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que les gens attendent? Rien que de parler, c'est la base, c'est la base. Ça, c'est une de mes serrures, le dialogue. Voilà, on n'est pas à la tête de l'entreprise en disant: «Bah, tiens, ça a bien marché dans l'entreprise d'à côté, je vais faire la même chose». Bah, non, c'est pas parce que tu vas mettre une plante verte que ça ira mieux. Enfin, tu vois? Donc il faut vraiment, trouver ses propres solutions avec ses propres collaborateurs et c'est pour ça que tu peux pas donner de conseils parce que quand tu es dans une toute petite PME du secteur industriel et quand tu vas dans une entreprise du CAC 40, les besoins sont pas les mêmes. Les attentes sont pas les mêmes. La vie au travail n'est pas la même. Donc du coup, si tu veux, c'est très important d'aller, chercher, prendre le temps et puis de le faire en amont. Ouais. Voilà. Et plein de choses et il y a tellement de choses que tu m'as donné là, je sais pas sur quoi rebondir. Tu as répondu déjà à des questions, qu'est-ce que le bien-être au travail? C'est évidemment pas un baby-foot. Alors, tu vois, cette discussion, je l'ai eue il y a quelques heures avec, Karl Azouri une structure, Zenica qui, justement a à cœur le bien-être au travail. Donc, ils sont 600 salariés. Il me disait: «Mais, baby-foot, c'est comment ces termes? C'est, un signe extérieur de coolitude. En gros, on fait semblant d'être cool, mais personne n'a le droit d'utiliser le baby parce qu'on va leur reprocher d'avoir perdu du temps à jouer au baby. Donc moi, ça m'a fait sourire, toi aussi, donc c'est cool. Donc déjà, tu as Ouais. répondu à ça et je trouve ça hyper important de le remettre en avant. Toi, c'est ton combat, donc évidemment que c'est encore plus important que tu puisses porter la bonne parole. Mais j'ai une question avant tout ça. Euh,
OK, tu portes ce message, tu as une phrase choc, hein, 3 000 € par an et par salarié dans une entreprise, ça pique, hein. Mais comment tu fais pour, allez, je veux faire la même chose que toi. Ce qui est bien, c'est qu'on a aux extrêmes, de la France, donc je ne marcherai pas sur tes plates-bandes. Si je veux lancer la même activité que toi, comment je démarche les entreprises, pour leur dire: «Écoutez, j'ai une conférence à vous proposer», enfin j'ai un accompagnement, une conférence, je sais pas comment tu l'amènes à ce moment-là, heu, voilà ce que c'est la santé mentale. Donc, ils en ont entendu parce que tu l'as dit, en 2025, c'était l'année de la santé mentale. Mais bon, on l'a entendu puis on veut l'appliquer, il y a souvent un gouffre. Comment toi tu l'amènes et comment tu vas chercher tes clients? Ouais, c'est ça, la prospection, Ouais. le nerf de la guerre. Eh ben oui, faut Bah, gagner de déjà, l'argent. d'abord, ouais, normal. Déjà, j'ai la chance, moi, d'être, du milieu commercial, et puis d'être une boomeuse parce que, du coup, je sais travailler sur les 2 choses, c'est-à-dire le travail terrain et le travail digital. Et aujourd'hui, c'est vrai que sur les jeunes générations, on voit bien d'ailleurs, hein, quand les jeunes cherchent du boulot, ils envoient tout en digital Mmh. et moi, je leur dis: «Mais faites gaffe, en fait, parce que justement, à force d'avoir du tout digital, si vous avez un gamin qui va se déplacer et qui va dire: "Oh, je cherche du travail, tac, tac, tac", bah, bizarrement, ça marche mieux. Parce que, bah, on est étonné. On s'attend pas à avoir un gamin qui se déplace. J'ai un gamin, des grands aussi, mais bon, voilà. Et moi, je fais les 2. Donc déjà, je me dis: le digital, évidemment, les réseaux sociaux, LinkedIn, Insta et cetera, c'est possible. Surtout LinkedIn, hein, et Facebook, en fait, moi, parce que, Insta, je suis pas très douée avec Insta, ça me gonfle un peu Insta. C'est comme ça. Désolé Meta, Bah, tu voilà. utilises Facebook, ça va, ils Donc sont contents quand même. Facebook, ils sont contents quand même, ça va. Je suis une boumeuse ou j'en suis pas. Ah bah, Facebook, hein, bah, après, Ah, Facebook, je ne juge les pas, hein, boomers. mais Non, mais après, c'est là que je trouve mes clients, établissements scolaires, en OK. fait. Les profs, et cetera, là, voilà. Les entreprises, c'est plus sur LinkedIn. Donc effectivement LinkedIn. Après, je vais beaucoup, rencontrer aussi, les groupements d'entrepreneurs, les journées CGPME, tu vois? Où on a des moments festifs, où on a des salons, là, tu vas parler avec les gens. Pas forcément seulement pour distribuer des cartes, mais surtout pour en récupérer. Tu vois? Ça, c'est plus sympa. C'est Plutôt plus que de déposer ta carte qui sert absolument à rien parce que les gens sont très sympas sur le salon et puis après la carte, ils la paument. Donc toi, par contre, tu récupères des cartes et après, dans la foulée, tu rappelles les gens en disant: «C'était vieux au salon, c'était super, vous vous souvenez?» et cetera et là, tu papotes et à partir du moment où tu as les cartes des gens, c'est beaucoup plus simple. Après, tu peux proposer aussi justement dans des groupements comme ça de dire, bah, tiens, vous êtes un groupement d'entrepreneurs ou de petites entreprises, je vais vous faire une mini conférence gratuite. Et après du coup, est-ce que ça veut dire que, alors, juste en général, je me fais payer mes frais de route, hein, si je suis à plus de 20 kilomètres quoi, mais voilà, c'est quasiment rien. Je vais vous faire une mini conférence de 20 minutes et ça va donner envie aux entreprises de me faire intervenir auprès de leurs salariés. Donc l'important justement pour moi, c'est de les faire rire puisque c'est ma marque de fabrique et avec le rire, on fait ça et puis, dernier levier, bah, j'ai Boîte en scène. J'ai Marie parce que, bah, faire partie d'une agence, c'est ça aussi qui l'intéresse, elle me connaît, elle a travaillé en coaching avec moi sur le fond, sur la forme, sur un peu sur la communication, mais pas trop, c'est plus moi la communication. Mais en tout cas, derrière, elle sait elle connaît la conférence, elle l'a vue, elle l'a entendue, elle l'a travaillé avec moi et du coup, elle sait à qui me vendre, comment parler de moi. Donc ça fait les 3 leviers, ouais, le digital, le présentiel et oser aller taper aux portes déjà. Ça, c'est vraiment important pour moi et puis l'agence. Donc voilà, on est sur trois niveaux et puis pour les établissements scolaires, ce qui est intéressant, c'est que, Gilles, il a commencé en 96 à travailler pour les établissements scolaires et ça, c'est de la clientèle récurrente, qui nous permettent de vivre. C'est-à-dire que les entreprises, elles vont te faire venir une fois et après elles font venir une conférencière ou un conférencier et l'année d'après, elles cherchent quelqu'un d'autre parce que les salariés, normalement, il y a pas hémorragie, sont toujours là. Tandis que les établissements scolaires, on y va chaque année pour le même niveau d'âge. Donc il y a une clientèle récurrente d'un côté, qui paye un peu moins, mais qui paye chaque année
et une clientèle, ponctuelle que j'appelle un peu la poule aux œufs d'or. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un œuf qui tombe, mais après il ne te rappelle pas. Donc voilà. Donc par contre, on a un travail de collaboration qui continue après parce qu'il me rappelle, pour avoir aussi des conseils de suivi. Mais on peut pas dire que ce soit, c'est plutôt, un travail de fidélisation, on va dire, pour pouvoir travailler le réseau après. Voilà, il y a le travail de réseau qui est très important, bien sûr. Quand on a été apprécié d'un côté, on va parler de nous ailleurs et puis, voilà. Quand ça fait des années et des années, maintenant j'ai moins de prospection à faire. Ouais, Moins. moi je retiens plein de points, donc 3 points comme tu disais. Finalement, choisir son canal en fonction de son la typologie client qu'on cherche, tu le dis très bien, Facebook, alors, je déteste Facebook comme Instagram, mais c'est indéniable. Facebook, tu as une masse client qui est hyper intéressante, que ça soit toi tu parles de l'éducation, mais je pense aussi professionnel, tu peux aller le chercher parce que chaque professionnel est aussi un particulier, hein, faut pas l'oublier et potentiellement il a aussi sa page Facebook, enfin je sais pas comment ça s'appelle, enfin son environnement Facebook. Et puis LinkedIn pour les pros, effectivement très très pro. D'ailleurs, on n'échange pas de la même manière, j'imagine, sur ces deux réseaux-là. Pas du Le tout. ton que tu utilises n'est peut-être pas le même. Tu peux rire, mais différemment, j'imagine. Oui, oui, rien à voir. Ouais, On vraiment, on n'est pas du tout sur la même manière de travailler sur LinkedIn et sur Facebook et c'est pour ça que c'est intéressant aussi. Après, pareil, hein, on parlait tout à l'heure du fait de savoir se poser, de beaucoup travailler. Je pense qu'un des secrets aussi quand tu es entrepreneur, c'est de savoir organiser ton temps. ouais. Parce que les réseaux sociaux, c'est très, très énergivore et dans les périodes où, il y a moins de conférences, par exemple, moi, c'est la période, plutôt, le mois de mai et puis après juillet, août, puisque, bah, dans cette période-là, les entreprises, tout le monde est barré. Dans les établissements scolaires, pareil. En juin aussi, les établissements scolaires, là, j'ai des entreprises. Il y a la semaine, QVCT, en mois de juin, mais les établissements scolaires, par contre, bah, c'est la période d'examen et cetera, donc on n'en a plus. Donc, dans ces cas-là, on a aussi tendance à vouloir se dire: «Bah, tiens, du coup, je vais faire les réseaux sociaux». Alors que c'est complètement con et il faut enfin, pardon, désolée pour ceux qui le font, mais l'idée, c'est d'être dans la régularité, Ouais. heu, d'avoir un agenda, avec des rendez-vous que tu donnes avec toi-même, que tu te donnes à toi-même. Il dit: «Voilà, tu as évidemment les dates de conférences». En général, je les ai, pour les établissements scolaires 3 ou 4 mois à l'avance. Pour les entreprises, c'est plutôt 2 mois, donc tu sais déjà quand est-ce que tu vas être en déplacement, ou loin de chez toi ou juste à côté et du coup, dans le reste de la semaine, tu te dis: «Bon alors, quelle est, ma part de prospection? Quelle est ma part d'écriture réseaux sociaux? Quelle est ma part de formation?» parce qu'on continue à se former en permanence. Quelle va être ma part pour, faire de la communication directe? Du coup, aller sur le terrain et cetera. Et puis aussi pour inventer d'autres choses, pour pouvoir se renouveler. Mmh. Parce que ça, c'est important. C'est vrai que les entreprises, comme je te disais, elles te font venir une fois pour la conférence que tu as faite, donc la conférence signature. Derrière, qu'est-ce que je pourrais faire dans 1 an, dans 2 ans? Parce que tu montes pas une conférence comme ça en claquant des doigts, pour pouvoir leur proposer autre chose. Être dans la continuité, être différent. Bah, voilà et du coup, c'est une vraie organisation, en fait. Je pense que l'entrepreneuriat, pardon, heu, c'est une véritable organisation, pour pouvoir se dégager des temps de pause, pour pouvoir avoir des moments de respiration, il faut que ce soit très organisé. Moi, j'ai toujours dit que j'étais une feignasse, parce que quand on est feignasse, on apprend à s'organiser. Si tu es à 3 fois à monter l'escalier, redescendre, Oh, remonter, de redescendre, c'est chiant, hein. c'est chiant. Donc voilà, donc moi j'organise tout et la première chose que j'organise, c'est de me dire quand est-ce que je vais pouvoir me poser à rien faire et à prendre un petit apéro et à faire un câlin à mon mec. Donc voilà et du coup, pour ça, il faut que le reste soit organisé. Et du coup, en tant que boumeuse, tu utilises un agenda papier pour tout ça? Eh non, même pas. Eh mes enfants m'ont appris à grandir, hein, tu Ah, vu? je sais pas, hein, je Non, non, j'ai un agenda, digital et c'est vrai que alors par contre, il est sur l'ordinateur parce qu'il nous sert, à tous les 2 avec Gilles et pour Gilles, le téléphone portable, enfin le smartphone, c'est pas possible, tout ce qui est clavier tactile, il a des problèmes de préhension fine, donc du coup, il lui faut un vrai clavier. OK. Donc on a un agenda partagé mais sur PC, voilà. Et Mais tu oh, j'utilise aussi un peu l'agenda Google, quand j'ai besoin que ça me rappelle des rendez-vous comme le nôtre tout à l'heure là,
Pendant 1 heure, ça a sonné toutes les 5 minutes. «T'as rendez-vous, tu j'ai dit: «Bon», au bout d'un moment, j'ai dit: «Tais-toi, je sais». Je sais, c'est bon. Et du coup, c'est un agenda, donc informatique, et c'est un outil en particulier que tu utilises ou que tu peux, parce que moi, je cherche à m'organiser, tout le temps, hein. On me parle de Notion, on me parle de machin, on parle et aujourd'hui, je suis un peu, j'aime être organisé, mais j'aime pas m'organiser, tu vois? Tu vois la dualité du truc? C'est que j'aime que tout Ouais. soit carré, mais je n'arrive pas à mettre des choses dans des cases. Ah, Et tu pas ouais, c'est ça, tu es comme Viette tout à l'heure, on met pas dans des moules, on n'est pas des quiches, on est d'accord. Heu, je j'ai pas forcément de méthodologie. Je pense que moi, c'est devenu sauf qui peut. C'est-à-dire que je me suis dit: «Si j'ai vraiment envie d'aller bien, j'ai besoin de ça pour moi». Ça veut pas dire que toi, tu as besoin forcément de ça. Il y a des gens qui sont un peu one again et qui adorent ça. Enfin, je veux dire, voilà, qui partent, qui sont plus des créatifs et qui ont cette envie de surtout pas justement avoir un truc trop calé. Moi, si je te dis que j'ai besoin de m'organiser, c'est que, c'est vital pour moi. Mais, ça peut ne pas l'être du tout pour quelqu'un d'autre. Donc tu as un agenda qui te permet d'avoir tes rendez-vous principaux. Si toi, ça te convient comme ça, je pense pas que le fait de changer les choses et de te dire: «Bah, tiens, je vais utiliser tel outil et puis cette fois-ci, j'ai sûr, je vais faire ça tel jour», ça te conviendra peut-être pas du tout. Donc, je encore une fois, je ne suis pas, là pour donner des conseils. On est là juste pour échanger et pour que je parle de mon parcours et s'il inspire des gens, mais c'est formidable déjà. ouais, c'est cool. Mais c'est exactement ça, en fait, toi, moi, je le disais, tout le monde me parle de ce Notion, tout le monde me dit: «C'est génial, faut que tu y ailles, faut que tu y ailles». Waouh! En fait, donc du coup, j'ai échangé avec quelqu'un pour m'aider, hein. Je me dis: «Moi, j'ai envie de comprendre». Tu sais, c'est le truc qui me motive, Oui, qui est c'est tous les ça. matins, j'ai envie de comprendre pourquoi c'est si génial d'après tout le monde, en fait. Et j'ai Ouais, j'y beau suis aussi, ouais. ouais, et je suis dessus, je fais: «Waouh, mais il y a trop de trucs. En plus, il faut que je m'organise quand je vais dire». C'est tout juste si je dois pas m'organiser pour aller aux toilettes avec leurs trucs, et du coup, ça me gêne vraiment beaucoup parce que en fait, j'ai pas de liberté. Je sais que je dois faire ça aujourd'hui, mais je n'arrive pas à dire: «Faut que je le fasse à 10 heures». Bon, mon réseau social, si je le fais à 13h30, je le fais à 13h30, tu vois? C'est pas grave. Je sais juste qu'il faut que lundi, avant que j'ai diffusé un épisode, j'ai écrit tous les réseaux sociaux, mes contenus, LinkedIn, Instagram, et cetera, avant lundi 7 heures. Voilà, c'est tout. Ouais. Après, je le fais quand? On verra bien, ça passera. Il y a bien un jour où ça peut passer. Des fois, je le fais le dimanche à 19 heures en me disant: «Ouais, j'ai un peu déconné quand même là, c'est pour demain matin 7 heures, quoi». Mais je le fais, et dans la précipitation, dans cette euphorie de: «Il faut que je le fasse tout de suite», bah, je suis peut-être même meilleur que quand je pose les choses en me disant: «Bah, là, je me mets un créneau d'1 heure», et en fait, pendant 1 heure, je fais tout sauf ce que j'ai à faire. Donc Mais c'est pour ça que je te dis si ça te convient, mais pourquoi tu veux changer? Enfin, si toi, c'est pas ton truc Notion, voilà, il y a des choses sur lesquelles on va pas pouvoir couper. Par exemple, les gens qui disent: «Moi, je veux pas entendre parler d'intelligence artificielle», je leur dis: «Bah, vous allez pas avoir le choix les gars, hein». C'est ouais. comme quand, dans les années 90, on nous disait: «Ah non, non, mais moi je veux pas aller sur internet». Bon, bah, écoute, aujourd'hui, tu as plus de bottins pour chercher C'est quelqu'un, ça, il va c'est bien fini. falloir que tu te débrouilles. Moi, je suis restée longtemps avec mon téléphone à touche et puis d'un seul coup, j'ai dit: «Bon, OK, d'accord, on y va sur les smartphones». Et aujourd'hui, je me suis dit: «Bah, je vais faire l'inverse», c'est-à-dire que je vais me former, je vais essayer de trouver un petit peu tout ce qui peut me convenir. Mais il y a des choses sur lesquelles je me forme, comme tu es en train d'essayer de chercher là sur Notion. Et puis après m'être formée, au moins je peux dire que ça me convient pas. Voilà, je me dis: «Bon, bah, j'ai compris, j'ai appris, c'était intéressant d'apprendre, comme ça je suis pas ridicule si j'en parle avec quelqu'un, mais moi ça me convient pas, c'est pas mon truc». Et moi, par exemple, quand tu me dis, bah, des fois, ça m'arrive de faire, du coup mes posts à 19 heures le dimanche. Moi, par exemple, j'ai une règle, et je ne fais rien le week-end, jamais. Sauf si j'ai une intervention, prévue le week-end, par exemple, on fait des interventions pour les aidants ou des choses comme ça, donc là, ça nous arrive, mais ça nous arrive 4 fois par an. Mais le reste du temps, le week-end, moi, là, tu vois, on va raccrocher tout à l'heure, après ça y est, c'est le week-end, quoi. On est vendredi soir, mais c'est top! D'un seul coup, je me dis: «Ça y est, Agnès, pendant 2 jours, tu ne fais rien». Mais alors quand je dis rien, si, je fais plein de trucs, je vais voir des potes, on va se balader, on va en bord de mer, on fait de la voile, voilà, nous, on a un centre de voile, on a un voilier, donc je vais pas m'amuser à bosser sur les réseaux sociaux le samedi et le dimanche, ça va pas, non? Donc justement, je m'organise pour pouvoir avoir ces temps-là en disant: «Non». Et en plus, je bosse avec mon mari. Donc si tu veux, Ouais. dès qu'on fait de l'administratif, dès qu'on fait de la compta, dès qu'on fait de la com ou des réseaux sociaux, on est à la maison.
Ce qui veut dire que si on libère pas nos week-ends, bah, on n'a plus d'espace de vie personnelle. Ouais. Donc c'est pour moi, c'est pas possible. Mais ça veut pas dire que la preuve, pour toi, ça l'est. Et bah, très bien. Enfin, je veux dire, tu en as qui bossent la nuit, tu vois? J'ai un pote là qui, fait partie de on fait partie d'un groupe de travail, collectif, en ligne. Ça s'appelle le village Breizix. Il s'appelle Olivier Le Sourd et lui, il ne bosse quasiment que la nuit. Tu vois, par exemple? Il a des enfants, ça l'intéresse plus de travailler la nuit, il travaille la nuit, super. Et moi la nuit je dors. Chacun son truc, tu C'est vois? ça. Bon, la nuit je dors C'est banal, hein, et quand mon même, hein. téléphone ouais voilà et mon téléphone portable par exemple dans cette, société où tout va vite, où il faut répondre, tout de suite et cetera, mon téléphone portable est toujours sur silencieux. C'est-à-dire que moi je vais répondre, je vais regarder à peu près toutes les demi-heures, 3/4 d'heure si j'ai un message important, c'est moi qui rappelle. Je ne suis pas dépendante de la sonnerie, des notifications. Je j'ai pas envie de devenir dingue, donc mais par contre, je réponds, très rapidement, aux messages parce que je les regarde plusieurs fois par jour, que, je sais ce qui se passe sur ma boîte mail, qu'en plus c'est en souvent Gilles qui est au volant, donc c'est un peu mon bureau quand on est en déplacement, du coup j'utilise le smartphone et je bosse, pendant que lui conduit. Donc voilà, tu vois? Donc c'est vraiment cette organisation-là qui me convient, moi. OK. Mais moi, je vais pas te dire d'aller sur Notion, apprends, Apprends. regarde et si effectivement, il t'empêche d'aller pisser, à heure fixe, ou il faut que tu ailles pisser à heure fixe, non là, ça va pas du tout, tu as raison. Ouais, bah, écoute, alors, tu donnes pas de conseils, mais je vais quand même dire que c'est un bon conseil que tu donnes. Apprenez, puis après, dites, c'est bien, c'est pas bien, en fait. Ouais, C'est un bon conseil, clairement. Moi, ouais, j'essaye tous les jours. J'apprends, j'utilise plein de logiciels tous les jours. Je ne vieillis pas grâce à ça. Tous les jours, j'apprends une nouvelle chose. Et dans l'informatique, ce qui est génial, c'est qu'on apprend vraiment tous les jours, hein. Enfin, ouais, si tu veux ouais, pas apprendre, n'allume pas un ordinateur, hein. C'est tout simplement comme ça. Et, euh, et c'est ce je le distille à tout le monde. Apprenez. Au pire, quoi, tu le sauras. Ça t'intéresse, tant mieux. Ça ne t'intéresse pas, tu pourras en parler quand même. Tu seras pas c'est ça. l'idiot au bout de la table à te taire parce que personne, enfin, t'as rien à dire sur le sujet parce que tu comprends rien au sujet. Voilà. Donc moi, je trouve ça hyper intéressant. Merci, je le prends. Je prends le seul conseil que tu nous as donné aujourd'hui, finalement. Je prends, c'est bien, c'est génial. Le seul conseil que je donnerais aujourd'hui, c'est, vraiment apprendre à se regarder le fameux nombril là que comme, nous interdisaient nos parents donc Ouais. apprendre à se découvrir soi, apprendre à se regarder soi et dialoguer déjà avec soi-même avant d'aller dialoguer avec les autres. Et Parce que justement les bons conseils près de chez vous qu'on entend partout, qui sont des fois complètement contradictoires en plus. Par exemple, quand tu vas sur LinkedIn au départ et qu'on t'explique, comment il faut faire ta bannière, comment il faut faire ta bio, comment il faut faire ceci, comment il faut faire cela. Au début, j'ai un peu écouté, puis après j'ai dit: «Bon, je vais faire comme je veux». Comme d'habitude, en même temps, il y a Bah, pas de changement sous le ouais. soleil et bizarrement, ça marche parce que c'est aligné à ce que je suis. Donc si on fait pas les choses en étant aligné à soi, c'est foutu. Donc ça, je pense que c'est vraiment la chose la plus importante, je pense, être aligné à soi et après faire ses choix en fonction de son alignement personnel et de son ancrage. On ne peut pas avancer correctement si on n'est pas ancré à soi. Voilà, c'est le seul conseil que je pourrais donner à tout le monde. Mais par contre, c'est un chemin. Donc des fois, on peut le faire seul et puis des fois, on peut pas le faire seul. Des fois, on a besoin d'être accompagné, ou d'un professionnel ou de quelqu'un qui va être en tout cas extérieur, au niveau affect, pour pouvoir te dire, bah, je vais peut-être t'aider à un moment là à te voir autrement, à sortir de ta boîte, à faire du 180° là, à sortir un peu de tes certitudes, de ce qu'on t'a appris quand tu étais petit et qui te bousille un peu la vie, voilà. Donc c'est important. Voilà, c'est la seule le seul conseil que je pourrais Ouais. donner. Et Faites gaffe à vous. non, mais c'est bien, être différenciant et être différent des autres, c'est bien. Ce que tu dis très bien avec LinkedIn, il t'explique qu'il faut mettre ta bannière comme ça, avec le texte. Mmh. Moi, par exemple, ma photo de profil, tout le monde me demande pourquoi elle est comme ça. Ouais, Euh, et du coup, je trouve ça génial qu'on vienne me demander pourquoi j'ai fait ça. Tu vois, elle est ouais, découpée. Il y a deux bandes où on ouais, voit pas elle est ni mon visage, ni mes yeux, ni ma bouche, je crois. ouais, Et elle s'ouvre un fond bleu. Et j'étais dans une boîte, une data analyst qui avait croisé mon profil. Elle vient me voir. Alors je ne la connais pas, elle me connaît pas. Enfin, moi je pensais ne pas la connaître. Enfin, elle arrive, elle me dit, mais toi c'est Nicolas? Je fais,
what? Ouais, ok, Ouais. pourquoi? Qu'est-ce que j'ai encore fait comme connerie? Et elle me dit, non, mais ton profil sur LinkedIn, il est tout bizarre. Je fais, bah, c'est génial, c'est exactement ce que je voulais, cette interaction. Euh, et pourtant, tout le monde m'a dit, mais non, une photo de profil, faut te mettre, faut qu'on te voit. Je fais, bah ouais, mais moi non. En fait, si on veut me découvrir, bon, on a juste enlevé ces deux petits morceaux-là, et pour les enlever, il faut parler. Et voilà, on m'a totalement déconseillé ça. Donc, tu vois, j'ai fait comme toi. Oui. Bah oui, c'est ça, c'est ça. Et moi, je dois avoir une tendance ado aussi, tu sais? Il y a le côté ado là, quand on Rebelle, me dit un truc, j'ai envie de faire l'inverse. pareil. Alors, ça veut pas dire que je fais toujours l'inverse, mais en tout cas, je commence par me dire: «Bon, attends, je vais OK, j'écoute, mais je vais pas forcément faire en tout cas ce qu'on me dit», ouais. Ouais, Voilà, top. je mais j'écoute quand même, contrairement aux ados qui n'écoutent plus rien. Non, enfin, Tous, j'exagère, pas mais bon, tous. on en a eu 5 à la maison, hein. Gilles en a 3, moi j'en avais 2, 5 en même temps, c'était C'est rock'n'roll. rock'n'roll, effectivement. C'était rock'n'roll. Ouais, effectivement. Mais au moins, tu sais, et avec ce parcours de vie, tu peux donner 2-3 pistes de réflexion, en tout cas. D'ailleurs, en parlant de pistes de réflexion, si tu devais donner des clés pour transformer, alors pas des clés, des serrures, je reformule du Rire. coup, pour transformer une épreuve de la vie, une épreuve quelconque en un moteur business, ce serait quoi pour toi? Ah, ça c'est compliqué comme question, hem et je pense que dans le parcours que moi j'ai eu en tout cas, ce qui a été le plus important, c'est les rencontres. Il y a quelquefois, des gens qui sont venus me chercher alors que je les attendais pas. C'est le cas de Gilles, hein, un Oui, petit peu. Il est venu me choper en disant, «Tu es la femme de ma vie» au bout de 2 jours. Et puis il y a aussi des gens, je pense que j'ai été, assez forte par moments, même dans les moments les plus difficiles, pour voir quelles sont les personnes ressources. Et les personnes ressources autour de moi qui m'ont permis, de rebondir, d'avancer. Alors des fois, des personnes ressources qui ne savent pas qu'elles l'ont été, hein, pour moi. Je parlais de la nana, la première nana qui m'a dit: «Bonjour ma petite dame», quand j'étais femme de ménage. Elle a été une de mes personnes ressources. ouais. Parce que bizarrement, d'un seul coup, ça a créé un déclic en moi. Pas une colère, un déclic. Et je pense que quelquefois, même les colères d'ailleurs, il faut les switcher. Des fois, il y a des gens qui te font mal, qui te font peur, qui te mettent en colère. Si tu arrives à transformer ça en te disant, voilà: «Qu'est-ce que je peux en faire?» d'abord, un au niveau perso, comme je te dis, tout part du perso pour arriver au pro, que tu disais le levier business, mais avant tout, il faut se connecter à soi. Donc quand on est connecté à soi, après le business, il découle de ça. Et je pense que, en tout cas en tant qu'entrepreneur, l'important c'est d'utiliser le terreau de ta vie pour pouvoir en faire un business. Donc ouais, moi c'est du storytelling en permanence, quoi, tu vois? Ouais. C'est ça en fait moi ce que je vis en tout cas c'est ça. Et je pense que beaucoup d'entrepreneurs, le vivent, c'est-à-dire pourquoi ils sont partis du salariat et qu'est-ce qui a fait qu'ils l'ont fait. Et du coup, qu'est-ce que ça offre, aux personnes autour? C'est ce que tu nous montres dans Renaca finalement. Exactement, c'est ça. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de faire transparaître à travers ce podcast. Tu vois, le storytelling, comme tu le parles, je le ressens de plus en plus aujourd'hui comme étant important pour moi, pour Renacast en l'occurrence, parce que je me suis aperçu qu'au fil des temps, j'avais segmenté ma vie perso, enfin, ce que je voulais dire de ma vie perso et de ma vie pro. Et ce qui fait qu'en fait, j'étais deux entités différentes et j'étais pas forcément aligné l'une avec l'autre. Et depuis Renacast, en fait, depuis que je vous rencontre, que je te rencontre, que je rencontre plein de monde comme toi, je me suis aperçu il y avait pas cette frontière, elle n'existait pas. Alors évidemment, on n'est pas obligé de tout dire, on n'est pas obligé de Ah mettre non. tout sur la place publique. Par contre, parler de ses fêlures, de ses blessures, de ses états d'esprit, de ses envies, bah parfois ça t'aide. Tu vois, par exemple, il y a quelques jours, j'expliquais que je suis un ancien idiot, dyslexique donc, et que mon fils forcément suit la même tendance que moi, sauf que bon, il a de la chance, enfin de la chance, je sais pas si c'est une chance. Alors pour moi, dyslexique c'est une chance, hein, comme tu disais pour le Ouais, handicap, pour beaucoup de je suis handicaps, pour d'accord. moi c'est une chance. Alors dyslexique c'est une chance parce qu'on voit pas les choses de la même manière que les autres, et ça je trouve C'est ça ça. génial. Et sauf que c'est difficile aux autres autour de nous de s'en rendre compte que oui, on me donne un stylo, bah ça peut aussi servir de poignée de porte. Et oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi. Et et du coup, je le regardais parce qu'en fait, du coup, à l'école, c'est compliqué pour écrire classiquement sur un clavier, sur un papier, un stylo. Donc, on va voir un ergothérapeute qui lui donne un ordinateur, enfin qui lui dit il faut qu'il ait un ordinateur. Sauf que bon, bah,
on lui met un ordinateur dans les mains, va chercher les touches qui sont déjà pas rangées dans le bon ordre. On lui a appris Ouais, l'alphabet, elles sont pas rangées dans le bon ordre. Faut qu'il regarde l'écran, faut qu'il regarde les touches, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça, c'est très très compliqué. Et ben du coup, j'ai parlé de cette expérience-là il y a quelques jours. J'ai créé une petite une application, je vais enlever petit, une application qui avec mon génie de dyslexique, j'ai détourné plein de trucs que j'aime dans la vie, je l'ai mis là-dedans et je vais en venir là, c'est que je l'ai partagé. Je n'ai jamais reçu autant de retours profonds, affectifs, depuis ouais, que j'ai partagé ça. Le post, ouais. pour moi, c'est mon meilleur post en termes de vues. Alors, si on parle de vues, mais c'est pas ça, c'est les commentaires que j'ai eus, les messages qu'on m'envoie. Et c'est là que je Bah, me je dis, sais, bon, je l'ai lu ton post, j'ai vu aussi, la manière dont tu avais traité le sujet puisque tu l'as traité, pour ton fils, par le jeu ouais, et moi je voudrais, parler de ça en disant qu'il y a une phrase qui me plaît bien qui dit que: «Le jeu est l'activité sérieuse des enfants» et on apprend tout par le jeu et en fait, nous, on a oublié de jouer ouais. et en tant qu'adulte, réapprendre à jouer, réapprendre un peu de légèreté, alors, on parlait beaucoup d'humour, mais la légèreté, le travail par le jeu, ça permet un petit peu justement, ce que tu disais tout à l'heure, de jouer le out of the box. On sort un peu de sa boîte et on voit les choses différemment et tu disais que la dyslexie était une force. Effectivement, d'ailleurs, les troubles 10 en général, pas simplement la Mmh. dyslexie d'ailleurs, heu, tu vois les choses avec un prisme différent et c'est sûrement pour ça que ta photo de profil est différente. C'est très certainement Je pour vais ça. rebondir dessus, tu sais? J'essaye de rebondir sur tout ce que tu dis en même temps. C'est genre non mais c'est ça, hein, ça doit être ça, hein. Toute ma vie, on m'a dit que j'étais différent et c'était Ouais génial. et c'est Je me suis toujours battu, ouais, contre enfin, avant, c'était différent négatif. Aujourd'hui, c'est différent, ouais, bon, on te suit parce que tu es différent et ouais. c'est le regard des autres qui a changé. Je pense que ton fils justement, ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que, aujourd'hui, il est différent positif parce qu'il a un papa qui l'accompagne là-dedans, qui a vécu les choses et du coup, c'est chouette. Maintenant, on peut être dans le différent positif. Ouais, Ça change beaucoup, hein, dans les établissements scolaires. oui. On est beaucoup dans le négatif, mais là, franchement, je peux te dire que le regard des élèves, des enfants, ça bouge énormément. Il faudrait faire un podcast exprès pour ça, on va pas en parler aujourd'hui. Mais franchement non, non, parce que vraiment, on parle beaucoup de choses négatives à propos du handicap et de la différence en milieu scolaire. Moi, je peux te dire qu'il y a des choses super qui bougent dans le regard des enfants, pas forcément dans la manière qu'a l'État de gérer l'inclusion, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, dans le regard des enfants, il y a beaucoup de choses qui ont bougé par rapport à ce que j'ai vécu moi enfant et c'est magnifique. Donc Mmh. voilà, je pense qu'il faudrait vraiment faire un sujet en tout cas là-dessus, avec ou sans moi, mais un Et sujet là-dessus. eh beh, écoute, je l'ai noté, on reviendra dessus, plus tard peut-être. Merci beaucoup en tout cas pour tout ce que tu as échangé, jusqu'à là. On arrive à la fin de ton épisode. Oui, faut que je te laisse partir en week-end. Tu me l'as, subtilement glissé, dans l'épisode, que après tu es en week-end, donc je vais pas retenir ton week-end plus longtemps. J'ai encore quelques questions évidemment pour toi. La 1re, c'est, si tu avais un livre à recommander, à partager autour de toi, un bouquin qui t'aide, ou qui t'a aidé peut-être, dans des moments de ta vie. Alors ça peut être positif, ça peut être négatif, enfin un bouquin qui a fait changer les choses dans ton état d'esprit. Est-ce que tu en as un déjà? Et dans ce cas-là, est-ce que tu veux me le passer? Alors déjà, j'en ai des milliers parce que j'étais libraire, je te Bah oui, rappelle, je donc sais. c'est compliqué. Ah, Heu, des fois c'est mais dur de choisir, hein. ouais, alors je me suis noté un truc parce qu'en fait, tu m'avais envoyé cette question, donc je me suis dit: «Bon, je vais réfléchir un peu» et je vais prendre un livre un peu récent, un roman qui s'appelle «Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une», Ouais, de Raphaël Giordano qui est, ouais, qui est un livre léger, facile à lire, qui dédramatise beaucoup, les choses sur, justement, le mal-être, la santé mentale, l'histoire d'une fille qui se retrouve pas au départ et qui rencontre un gars qui la cerne très, très vite et qui lui dit elle lui dit: «Mais comment vous avez fait pour me cerner comme ça?» Elle lui dit: «Bah, parce que moi je suis routinologue» et voilà, il est routinologue, donc il a réussi à choper et en fait, c'est un livre qui est lumineux, qui est surtout très facile à lire et très grand public. Voilà, donc comme ça, c'est ouvert à tous. C'est pas un livre business, c'est pas un livre,
compliqués, voilà. Il y en a des centaines d'autres et du coup, tu m'en avais demandé un, donc j'en ai choisi un. Bah écoute, c'est parfait et j'aime beaucoup, ça correspond bien à toi, en tout cas à ce que tu laisses Hein, transparaître de toi, ce livre. Tu m'aurais sorti un livre business que presque ça m'aurait fait bizarre. Donc oui. du coup, je suis plutôt content. Je le rajouterai évidemment dans les notes de l'émission. Je remplis la bibliothèque de Renacast. Je sais pas si tu as vu sur le site, il y a un endroit où je mets tous les livres qu'on Ouais, me donne. Alors je le répète pas à chaque fois qu'on me donne le même parce que des fois, il y a des livres qui inspirent plusieurs personnes. Donc je le laisse qu'une fois, mais il commence à en avoir beaucoup. Je les mets en même temps dans mon panier pour pouvoir les acheter plus tard. J'avoue que je commence à en avoir beaucoup. Celui-ci, j'en ai entendu énormément parler. Je n'ai jamais franchi le pas d'aller le chercher. Tu me donnes envie d'y aller encore une fois, donc cool. Merci beaucoup pour ça. avec plaisir. Allez, avant-dernière question. Si on veut travailler, échanger, papoter avec toi, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet ou dans la vraie vie? Bah, déjà, sur LinkedIn, vous pouvez m'envoyer un DM, ou partager mes posts, c'est encore mieux, hein, les Effectivement. liker, les commenter et cetera. Donc Agnès Le Druyennec, donc c'est un D comme Daniel, R comme Rodolphe, U comme Ursule, I comme Isidore, 2 L comme Laurent, E comme Éléonore, 2 M comme Norbert, E comme Éléonore et C comme Carole. Allez-y. Bien, hein? Tout ça Le parce que j'ai Druyennec. bréché ton nom au début. Ah bah bravo. Ouais, tu dit Bruyennec, Ouais, n'importe mais quoi. c'est possible. C'est l'alcool. Oh ça va. Non, 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 non. Si tout C'est va la bien. dyslexie qui parle. Non, mais Et dans du tous les coup, cas, je mettrai le lien dans les notes de l'émission comme d'habitude pour qu'on oui, oui, puisse oui, juste oui cliquer et du dessus. coup, on peut me retrouver évidemment sur LinkedIn. Après, le site de l'asso dont j'ai quand même pas mal parlé aussi avec Gilles, si vous avez envie de faire de la voile ou de nous faire venir en milieu scolaire, c'est Barrer la différence. Barrer au sens évidemment tenir la barre du bateau, hein, pas rayer la différence et c'est juste qu'il faut savoir que c'est barrer avec un Z à la fin. C'est vous qui barrez, nous on a l'habitude, on barre déjà, donc tout va bien. Donc c'est Barrer la différence et là, quand on tape Barrer la différence, on nous trouve partout parce que c'est une asso qui existe depuis 1985, qui a l'air insolide et qui est quand même très, très connue, un peu partout, en France. Ouais, Voilà tout et à l'étranger d'ailleurs parce qu'on intervient aussi en Belgique, en Suisse et cetera donc voilà. ouais, cool. Donc je pense que c'est les meilleures manières Je de me retrouver. je rajouterai évidemment tout. Tu vois, la première fois que tu m'as dit le nom, barrer la différence, alors c'est mon côté, différent qui était là. Je l'avais vu barré comme, complètement barré, tu vois, taré, Ah oui, tu vois? bien! Barrer la différence, bah Ouais, oui, ouais, ouais, vous êtes ça des aussi. oufs, quoi. On est des oufs. Ouais, ouais, c'est aussi ça, mais c'est vrai que Gilles, c'est d'abord avant tout un voileux. Ouais, c'est ça, Donc la barre, tenir la barre, c'est bien aussi, tenir le effectivement. cap, être fier de ce qu'on est avec sa différence et surtout pas vouloir la rayer, évidemment. C'est top, nickel. Je mettrai les liens dans les notes de l'émission. Allez, dernière question, après je te laisse à ton week-end bien mérité. Si tu avais la capacité de remonter dans le temps, de partir très très loin, je sais pas, t'es J'aime pas 7... ça. Comment? J'aime pas ça Oh, remonter mais dans le si, temps. c'est sympa, tu vas Non, voir. non, vas-y, 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 vas-y. Mais on va aller loin, on va aller très très loin. On va aller vers tes 6, 7, 8 ans, tu vois, très très jeune, là où t'étais pas encore une patate, comme tu le dis. Qu'est-ce que tu te dirais si tu pouvais tomber nez à nez face à toi-même? Bah, je dirais à cette petite fille, «T'inquiète, tu vas devenir une femme formidable, fais-toi confiance, tu es une belle petite fille et cultive ta différence». Ouais. Je suis d'accord. Cultive ta différence. Ce sera le mot de la fin, je pense. Merci beaucoup. Merci De rien, beaucoup, Agnès. merci. C'était Et plaisant. merci à toi de m'avoir invité Nicolas, c'était super. Bah, pareil. J'ai adoré. Merci. On se retrouve dans... Allez, je te donne rendez-vous dans 2 ans. On se reparle dans 2 ans et on papote de ton parcours. D'ici là, alors, note pas sur ton Notion, ton calendrier. Je reviendrai vers toi, hein, t'inquiète pas. Bah oui, C'est éviter de trop long. partager nos chaînes avec toi, oui. Non, c'est pas la Non peine. mais Je reviendrai vers toi. mais ouais, avec plaisir, dans 2 ans, voir comment ça a évolué, C'est comment ça. ça a bougé, parce que je serai pas encore à la retraite, hein. Et même, je suis pas Presque, sûr que mais tu pas encore. t'arrêteras à la retraite. Non, Donc non, du non, coup, non, non. on se redonne rendez-vous, on papotera à nouveau une petite heure comme Ouais, on l'a fait là, et je serai curieux de voir comment tout ça évolue. Et merci pour tout. Je te souhaite une bonne continuation. Et puis je te dis à très bientôt dans un prochain épisode de Renacast. Ciao, bye bye. yes. Allez, bye. Si cet épisode vous a inspiré, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec vos amis, votre famille, vos collègues, qui sait. Cela pourrait bien être le déclic dont ils ont besoin pour se lancer. Abonnez-vous dès maintenant sur votre application de podcast préférée et laissez-nous une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire.
Votre soutien est essentiel pour faire grandir RenaCast et continuer à donner la parole à celles et ceux qui ont osé. À très vite pour un nouvel épisode et surtout, osez passer à l'action.